Hello, je suis Bénédicte et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. S'inspirer pour réaliser ses rêves, c'est ce que j'ai voulu en créant ce podcast. Étant moi-même passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin, j'avais envie de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants pour donner l'envie à d'autres femmes d'oser réaliser leurs projets, leurs envies, de passer le cap de l'entrepreneuriat ou d'autres rêves de vie. Je vous souhaite une belle écoute. Alison et Megan sont sœurs et ont créé ensemble Chapitre 4, un coffret bien-être pour jeunes mamans. Elles sont toutes les deux salariées lorsque Megan cherche un cadeau à offrir à sa sœur à la naissance de son enfant. Elle ne trouve pas ce qu'elle souhaite, l'idée donc de créer cela lui vient à l'esprit. Elle en parle à sa sœur, l'idée fait son chemin petit à petit et les voilà parties dans la folle aventure de l'entrepreneuriat. Comment ce projet s'est-il construit concrètement ? Comment s'organise-t-elle ? Comment se passe le fait d'être associées et sœurs et comment leur entourage a pris cette décision ? Quel impact sur leur famille a eu ce projet et quel changement cela leur a-t-il apporté autant sur le plan personnel que sur leur quotidien ? On parle également de l'équilibre vie pro-vie perso, autant de questions auxquelles nous répondons dans cette interview. Encore un épisode passionnant, de femmes motivées, inspirantes. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut à toutes les deux. Bonjour Bénédicte. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux sœurs, Alison et Megan. J'avais déjà fait un épisode où j'avais reçu deux copines et là j'ai le plaisir de les recevoir toutes les deux. Bienvenue sur le podcast. On va commencer par la traditionnelle question. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots chacune l'une après l'autre ? Ça marche. Moi, c'est Megan, j'ai 29 ans, je vis dans le sud et donc j'ai cofondé il y a un peu plus d'1 an et demi Chapitre 4, donc un coffret cadeau pour jeunes mamans, en association avec Alison, qui est donc ma sœur. Moi, c'est Alison, j'ai 33 ans, je viens d'avoir 33 ans. Et donc, effectivement, on a débuté cette aventure en septembre 2022. Et moi, je suis rémoise et j'ai 2 enfants. Ok, cool. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous chacune. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Alors, peut-être pas forcément la scolarité ou alors les études supérieures et ce que vous avez fait ensuite et ce qui vous a amené à créer Chapitre 4. Enfin, ça, on viendra peut-être dans un second temps. Ça marche. Alors, moi, du coup, j'habite à Reims et j'ai travaillé dans l'univers du champagne puisque Reims, c'est un petit peu, enfin, c'est carrément même la capitale du champagne. J'ai fait une école de commerce et ça faisait à peu près un petit peu moins de 10 ans que je travaillais dans une maison de champagne assez connue en marketing et communication. Et de mon côté, j'ai fait des études dans le notariat, initialement pour être clerc de notaire. Et puis, j'ai bifurqué finalement dans l'immobilier. Je travaillais au sein du service commercial, un secteur dans lequel je suis restée 5 ans avant de lancer ma propre entreprise. Ok, alors du coup, on va revenir un peu sur tout ça, enfin surtout qu'est-ce qui vous a amené à créer Chapitre 4, pourquoi et comment surtout. Bon, du coup, vous vous entendez bien? Vous êtes deux sœurs qui s'entendent bien? Oui. Ouais, très très bien. Ça aide. Donc du coup, comment est née cette idée? Parce que du coup, vous aviez chacune votre parcours professionnel de votre côté. Est-ce que déjà c'est quelque chose à quoi vous aviez pensé éventuellement monter une entreprise seule ou même à deux? Alors de mon côté, moi j'ai jamais été attirée par les schémas classiques quand j'étais en études. J'aimais pas du tout l'idée de me dire que j'allais suivre un cursus pendant plusieurs années et puis qu'après j'allais devoir faire ce travail toute ma vie. C'est vrai que quand on est à l'école, au lycée, on nous parle des études post-bac, on nous parle de la fac, des classes préparatoires, etc. Mais personne ne nous dit vraiment, si tu veux, tu as aussi la possibilité de travailler pour toi. Et moi, je sentais au fond de moi qu'un jour, je ferais les choses différemment et à ma manière. Je savais pas du tout comment. J'avais aucun mot à mettre dessus, mais j'avais toujours gardé ça dans un coin de ma tête. Et puis un jour, l'idée s'est présentée et c'est là que je me suis dit que c'était ça et que c'était maintenant. Donc voilà un petit peu le cheminement. Je sais qu'Alison, c'est pas du tout la même chose. C'est hyper intéressant ce que tu dis, Megan, parce que c'est vrai que dans le parcours scolaire, quand on doit choisir des études, un parcours, un métier, on doit le choisir tôt déjà, ce qui est compliqué. Et c'est vrai qu'on nous parle très peu de l'entrepreneuriat.
Enfin, pas du tout en fait d'ailleurs. Enfin, peut-être que c'est évoqué, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai pas le souvenir que ça a été évoqué. Mm. Totalement. Pour moi, c'est totalement différent. En gros, c'est assez curieux parce que j'ai fait une école de commerce. Donc, école de commerce, pour le coup, on est assez au fait de l'entrepreneuriat. Ça fait même partie de cours qu'on peut avoir. Mais quand je suis allée en école de commerce, je disais même à mes parents, moi, jamais je voudrais être entrepreneur parce que, je sais pas, du haut de mes 20 ans, je voyais déjà une espèce de montagne et les responsabilités qui peuvent incomber à quelqu'un qui lance sa boîte. Et moi, ce qui m'a toujours drivé, il y a deux choses. Il y a un peu ce côté d'être toujours attiré par la création, l'envie de porter des projets, mais aussi ma vie de famille. Enfin, de très jeune, j'ai fait une classe prépa et j'avais dit à mes copines qui n'étaient pas encore tout à fait mes copines dans les premiers jours que j'étais assez inquiète à l'idée de me lancer dans une classe prépa et des grandes études parce que je voyais pas comment c'était conciliable avec une vie de famille, un boulot à forte responsabilité. Elle m'avait regardé un peu comme un ovni en mode waouh, la meuf pense déjà à sa vie de famille. Mais j'avais ces deux trucs-là donc qui m'ont conduit à vouloir quand même avoir une stabilité dans l'emploi, un boulot stable qui assurait une vie de famille confortable, mais aussi qui me permettrait d'exercer ma créativité. Donc j'avais déjà un peu, sans le nommer, l'idée du marketing. Et puis c'est comme ça que j'ai entrepris que j'ai entrepris ces études et que j'ai fait le boulot que je faisais avant. Et puis l'entrepreneuriat s'est glissé un peu dans un coin de ma tête, plutôt pour la cause qui me portait, celle de soutenir le postnatal féminin. Et donc cette idée-là, elle a germé grâce à Megan, qui a cherché à m'offrir un cadeau de naissance un jour. Et puis de fil en aiguille, on en est arrivé à chapitre 4. Mais si ça n'avait pas été chapitre 4 et cette cette ambition qu'on a, je pense pas que je me serais dit tiens, je vais me mettre à mon compte pour faire ce que je fais aujourd'hui. Mm. C'est hyper intéressant vos deux parcours, chacune dans votre style, j'ai envie de dire. Ouais. Et toi, c'est pareil, Alison, c'est marrant, tu vois, le fait d'avoir parlé maternité, en fait, tout de suite, enfin, d'avoir cette inquiétude, en fait, de pouvoir mixer les deux. Du coup, tu as eu tes enfants quand quand t'étais salarié à Ouais, l'époque. Ok. ouais, ouais. Et du coup, cette décision d'entrepreneuriat avec les enfants, est-ce que tu t'es dit plutôt, c'est bien, au moins j'aurais plus de temps, entre Mm. guillemets, je mets bien sûr parce qu'on dit toujours que l'entrepreneuriat c'est hyper chronophage, mais est-ce que tu t'es dit ça tombe bien, j'aurais plus de temps à leur consacrer. Enfin, ça a été quoi ton sentiment? Alors, c'est pas ce qui a drivé ma envie de me lancer dans cette aventure. Ça n'a pas été le curseur premier de me dire, tiens, je vais pouvoir mieux équilibrer ma vie de famille. Je l'avais bien sûr dans un coin de ma tête comme un avantage de l'entrepreneuriat. C'est vrai que mon boulot faisait que j'avais des déplacements à l'étranger, j'avais des dîners le soir qui au début me plaisaient. Et puis à l'arrivée de mon deuxième enfant, je l'ai plus vu honnêtement comme un peu une contrainte sur du temps de vie familiale. Et en créant chapitre 4, je me suis dit qu'effectivement, ça allait m'aider à pouvoir mieux concilier ma vie de famille. Spoil alert, c'est pas toujours le cas. En tout cas, enfin, on a plus de souplesse, mais le temps qu'on passe à penser en fait à son projet, à sa boîte est plus conséquent que dans la vie salariée. Ah, ça c'est C'est sûr, clair. hein, c'est presque du 24/24 quoi. Mm. Ouais, c'est hyper prenant. Et donc du coup, alors comment, alors du coup, c'est toi, Megan, qui a voulu faire un cadeau à Alison et vous vous êtes aperçu de fil en aiguille que peut-être t'arrivais pas à trouver qu'est-ce qui pourrait vraiment lui faire plaisir, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que c'est plein de facteurs qui ont amené tout ça. L'idée, donc, elle est née fin 2020. Donc, effectivement, quand je cherchais à offrir un cadeau à Alison, c'était aussi en plein durant la période Covid. Donc, une année assez charnière pour moi où je me suis vraiment posé pas mal de questions de base sur la place du travail dans ma vie et le sens que je voulais lui donner. Et c'est vrai que c'est aussi pendant cette période que j'ai réalisé que tout pouvait s'arrêter d'un coup. Voilà, que la vie, elle était courte, trop courte pour qu'on la vive qu'à moitié. Et je me souviens m'être dit, voilà, si je dois tenter quelque chose, c'est un peu maintenant. Et donc, du coup, en voulant offrir ce cadeau à Alison, voilà, quelque chose qui soit utile pour elle. Donc, c'était des heures de ménage. Et c'est vrai qu'en cherchant sur Internet, cadeau, service, jeune maman, j'ai absolument rien trouvé. Et vraiment, je me vois encore chercher longuement sur Google.
Et puis ensuite, je me suis dit, bon, il y a sûrement quelque chose à faire parce que moi, j'aurais adoré lui offrir et elle aurait adoré le recevoir et ça n'existe pas. Donc voilà, c'est là que je lui en ai parlé et qu'on a échangé. Ouais. Voilà, voilà, ça a pris plus de temps. Dans les faits, ça a pris. Voilà, j'en ai parlé en 2020, Noël 2020, et on s'est lancé en 2022. Donc voilà, le cheminement a été long, mais c'est vraiment fin 2020 qu'il a commencé. Ouais, franchement, c'est vraiment une super idée et je trouve ça trop cool d'avoir fait ça à deux entre sœurs. Enfin, trop cool, Ouais. quoi. Et pendant ces 2 ans, du coup, vous échangiez quand même sur ce projet, vous partagez des idées, des trucs, ouais. Ouais. En fait, quand Megan m'a parlé de ça, moi, je me suis dit, j'ai d'emblée vu, en gros, la portée que pouvait avoir un tel concept, en tant que maman, parce que je le vivais. Mon petit avait 3 mois. Et puis j'ai commencé quand même un petit peu à chercher, à faire comme une étude de marché en off, à me dire c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, il y a quand même des milliers de naissances chaque année, 30 cadeaux de naissance en moyenne par enfant. Enfin, clairement, il y a quelque chose à saisir. Et puis parfois je me mettais à y penser. On avait une conversation Messenger où on se partageait même des idées on se disait tiens ça pourrait s'appeler comme ça, et puis on pourrait faire tel coffret, tel service associé, etc. Puis je voyais que ça m'emballait grave, et même j'en parlais à des collègues de l'époque qui disaient ah ouais vous pourriez créer, ça pourrait s'appeler comme ça. Enfin, en gros il y avait un petit peu une frénésie autour du sujet, et le sujet plaisait. Et puis je crois que, enfin moi j'ai eu un déclic donc en pratiquement, 9 mois plus tard, j'ai eu 30 ans, et mes copines, je leur avais un petit peu parlé de cette envie, de cette envie de changer, d'évoluer vers un projet qui était plus personnel. Et elles m'ont offert un livre qui a été un peu déclic, qui s'appelle Ose de Alexandre Mars. Je sais pas si tu le connais, Bénédicte. Non. C'est un livre autour de, c'est tout le monde peut devenir entrepreneur, et ça a été un best-seller. Et en fait, quand je l'ai lu, chaque phrase résonnait tellement, et j'ai refermé ce bouquin en disant ok, dans une semaine je convoque un entretien avec ma manager, je veux me lancer quoi, c'est sûr, parce que si c'est pas nous qui faisons ça, quelqu'un le fera à notre place quoi. Et du coup, j'ai appelé Megan en disant voilà, je suis décidée, je pense qu'il faut qu'on le fasse, ça va cartonner, ça va être trop bien, etc. Et elle m'a dit ah ouais, t'es sûre? Enfin, pour elle, ça s'est hyper précipité parce qu'elle s'attendait pas à ce qu'elle m'en parlait, mais moi je répondais de loin en disant écoute, moi je retourne au boulot dans 3 mois, là il faut que je retrouve mon poste, ma sécurité de l'emploi, etc. Puis un jour ça m'a décidé, du coup j'en ai parlé à ma boss, et je crois que à peine 2 heures plus tard, elle est rentrée dans le bureau en disant j'ai vu ton mail, ben tiens, si tu veux, on peut faire un entretien dans 3 jours. Et là, mon cœur s'est mis à battre parce que en fait, à partir du moment où j'avais enclenché le truc, je pouvais plus tellement faire machine arrière. En soi, tu peux toujours, même quand t'as parlé du truc, mais une fois que t'es engagé. Et puis, du coup, moi, de mon côté, ça a pris quand même super longtemps à ce qu'il y ait un accord qui soit trouvé, parce je suis partie sur base d'une rupture conventionnelle, hein, comme peut-être pas mal d'entrepreneurs, ça aide sur le départ. Et Megan en a parlé de son côté, et pour elle ça a été, je crois qu'en un mois c'était accordé quoi, sa rupture co, alors que moi ça a pris un peu plus de temps, ce qui a aussi expliqué qu'il se soit passé beaucoup de temps en fait entre la naissance de l'idée et le fait qu'on se lance vraiment. Ouais, puis j'ai l'impression que vous étiez pas tout à fait, c'est pas que vous étiez pas sur la même longueur d'onde, mais c'est que il y avait un engouement de l'une et l'autre, et toi, Alison, tu disais non, mais moi je vais au boulot, je vais retrouver mon poste et tout. Et puis finalement, toi, Alison, t'as lu le bouquin, ça t'a fait un déclic, t'as dit Megan, et puis Megan, ah bah non, mais c'est un peu rapide là. Enfin, bref, le temps. Je pense que ça fait vraiment maturation de projet, quoi. Tu vois, entre guillemets normal, quoi. Tu vois, vous Ouais, voyez d'ailleurs. ouais, complètement. Et donc c'est exactement comme ça que ça s'est passé. ouais, c'est marrant. Donc du coup, vous avez cette idée de projet. Vous avez attendu, même si vous échangez peut-être de temps en temps un peu dessus, mais vous avez attendu d'être parti pour vraiment commencer, ou non, quand même, vous aviez commencé un peu avant à vous poser des questions sur le nom, sur ce que vous allez offrir, comment vous allez vous organiser, parce que vous êtes du coup à distance, vous habitez pas toutes les deux dans la même ville, pour préciser. Comment tout ça s'est installé en fait? Comment vous avez réussi à combiner tout ça? Et j'ai une autre question, mais ça fait peut-être beaucoup de questions. Attendez, on va répondre à celle-là déjà et je fais mon autre question.
Alors, en gros, comment ça s'est fait? On échangeait énormément. On avait une conversation même. En fait, on est quatre chez moi. Enfin, j'ai trois sœurs, quoi. C'est pas de là que vient chapitre 4, mais du coup, on a une conversation groupée avec ma mère et mes sœurs. Et puis, on échangeait, on se donnait des idées. On commençait quand même à faire comme une étude de marché, mais pas formalisée. Et puis, je crois que donc moi, j'ai eu l'accord comme quoi j'allais pouvoir partir en janvier, mais il a fallu attendre juillet pour que je parte. Mais à partir de janvier, alors que Megan, elle, c'était en début avril qu'elle est partie. Donc en fait, entre cette période de avril à juillet, Megan a quand même commencé à formaliser des choses un peu plus de réflexion d'ordre administratif, juridique, qui était un peu qui est son domaine aussi de base. Et puis toutes les deux, on réfléchissait quand même un petit peu à des prémices d'identité, de nom. On a mis énormément de temps à trouver un nom. Pendant longtemps, on appelait ça le projet, quoi. Le projet, il n'avait pas de nom. Et puis un jour, ça a été une évidence, mais en gros, c'était sur le trajet pour aller au travail. Enfin, on n'avait pas vraiment de temps de qualité à y consacrer. Et puis, mais quand même, on avait commencé toutes les deux de notre côté un carnet qui nous quittait plus. On notait des idées, des verbatims, des contacts de personnes dans la périnatalité. Enfin, un peu le terreau, on va dire, le terreau fertile qui nous permettrait d'aller plus vite au moment où on avait 100% de notre temps dessus. Et puis c'est ce qui s'est passé à partir du moment où on était toutes les deux sur le projet, c'est devenu beaucoup plus concret. Mégane, parfois, elle me dit souvent, ça allait hyper vite parce que moi, ça s'est arrêté le vendredi 7 juillet, j'ai bien en tête la temporalité, et le lundi 9, Mégane était à Reims et on a commencé, quoi. Et elle m'a dit, tu prends pas un petit temps off? Et j'ai dit non, non, c'est bon, je suis à fond et tout, ce qui m'a porté préjudice quand même, peut-être un peu plus tard, quoi. Pile un an après. C'est pas Ouais, fou de un an t'annoncer. après. Un an après, ouais. Mais en fait, très très enthousiaste, et on s'est lancé, voilà, comme ça, avec déjà une idée assez précise de là où nous voulions aller et y rester à l'ériger, quoi. Ouais, super, hein. Franchement, c'est une belle histoire, quoi. Et mon autre question que je voulais vous poser tout à l'heure, et on va venir à parler de votre activité aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas du coup parlé, mais est-ce que vous avez, avant de partir, est-ce que vous avez quand même eu peur, alors peur de vous engager dans l'entrepreneuriat, et est-ce que vous avez eu des doutes, et je mets vraiment des guillemets sur les doutes, le fait d'entreprendre ensemble, ou est-ce que vous avez pris ça vraiment direct comme une opportunité, je serai pas seule, je vais m'associer? Alors, concernant les difficultés, déjà pour se lancer, comme Alison elle le disait, ça a été assez fluide. Bon, Alison, ça a pris un petit peu plus de temps, mais en tout cas, tout s'est fait quand même assez rapidement. Et c'est vrai que, enfin, moi, de mon côté, ça m'a rassurée parce que souvent, on dit que quand les choses sont simples et fluides, c'est qu'on est dans le vrai. Donc, je me souviens m'être dit, ah, bon, allez, c'est bon, je suis sur la bonne voie. Mais ça n'a absolument pas empêché les doutes. J'avoue que c'était hyper rassurant déjà de pas me lancer seule et d'être avec ma sœur dans ce projet. Mais c'était énormément de questions, et surtout celle qui revenait beaucoup, c'était est-ce que je fais le bon choix? Parce que bon, on quittait quand même une stabilité, un travail que j'aimais, une zone de confort, un CDI. Même si, voilà, en 2023, pour moi, un CDI, ça ne veut plus trop dire grand-chose, mais je venais d'acheter un appartement, etc. Donc, il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient que c'était très, très vertigineux. Mais je me répétais toujours que, dans tous les cas, je ne voulais pas avoir de regrets. Et ma hantise, c'était vraiment que quelqu'un crée, enfin, de rester dans mon travail et que quelqu'un crée cette idée, je sais pas, 2-3 ans après. Alissa, je te le disais souvent. Et ça, je sais que je l'aurais vraiment très très mal vécu. Pas forcément le fait que quelqu'un ait trouvé cette idée, mais le fait de ne pas m'être écoutée, de ne pas avoir suivi mon intuition sur le sujet. Donc voilà. Et toi, Alison, du coup, le fait de t'associer, et d'ailleurs, du coup, vous avez deux autres sœurs, est-ce que ça a été évoqué, le fait de le faire à plus que deux, ou pas forcément? Alors, la question n'est pas fermée. Parfois, quand on en parle, on se dit que si ça grossit, évidemment, mes sœurs qui ont des compétences
comment dire, je cherche mon mot, des compétences autres, enfin complémentaires aux Différentes de nôtres. votre, ouais. Ça pourrait être super chouette. Après, elles sont plus jeunes. Enfin, ma plus jeune sœur a 23 ans, donc elle est encore en parcours. Elle finit ses études et donc la question ne se posait pas. Ceci dit, elle nous aide beaucoup parce qu'elle est hyper digital native, quoi. Plus que, je pense qu'à 33 ans, on est censé être digital native, mais ça va très vite et donc du coup, parfois elle nous surprend. Et mon autre sœur, elle est déjà lancée dans une carrière et elle est un petit peu en début de carrière. Donc je pense que ça s'est pas posé, mais on leur a évidemment dit qu'on se lançait à deux et que si un jour ça devait grossir, elles seraient les bienvenues, quoi. C'est pas, disons que c'est pas un clan de deux contre deux, quoi. Vous aviez l'opportunité et la possibilité, enfin, ça tombait bien pour vous, quoi, on va dire. C'est Tout ça, à fait. c'était le bon moment. Et c'est vrai que d'ailleurs, on s'est toujours dit quand on a trouvé le nom, déjà chapitre 4, ça fait référence au 4e trimestre, mais aussi ça faisait référence au nouveau chapitre qu'on ouvrait toutes les deux. Et aussi 4, on est quatre sœurs et on s'est toujours dit bon bah si un jour ça devient une entreprise familiale, le nom sera de rigueur quoi. Ouais, c'est trop Donc, chouette. Ouais, ça s'accorde bien, Tout c'est à chouette. fait. Mm. Et ouais, Alison, du coup, sur le fait d'être associée avec Alors quelqu'un. moi, je l'ai d'emblée vu comme une grande opportunité. D'ailleurs, dans ce fameux livre d'Alexandre Mars, je l'ai un petit peu reparcouru avant notre appel. Il dit que 80% des business qui fonctionnent sont lancés par des gens qui sont à plusieurs, tout simplement parce que bah tu te soutiens, tu as des compétences complémentaires pour mille et une raisons. Mais à contrario, 60% des boîtes qui échouent à cause de discorde entre les deux associés. Donc c'est un petit peu paradoxal. Mais nous, je trouvais qu'on cochait toutes les bonnes cases au sens où, enfin, j'ai un ami aussi qui a monté une boîte 2 ans avant nous, qui malheureusement ça n'a pas pris. Mais la raison, c'était parce que son associé a monté une boîte en parallèle de lui sans lui en parler. Et c'était deux personnes qui ne se connaissaient pas de base, qui s'étaient rencontrées dans un incubateur. Et effectivement, je pense que quand tu ne te connais pas ou même quand tu te connais que tu es ami, ça peut être compliqué parce que tu n'as pas le même rythme de travail, pas les mêmes attentes. Enfin, nous, on sait que quoi qu'il arrive, on évolue dans un sens commun qui est le succès de chapitre 4 et que bah, si l'une est malade pendant 4 jours et ne peut pas bosser, enfin, en fait, il y a l'affect lié au lien fraternel au-delà de la boîte, quoi. Ça prend le pas sur tout le reste. Donc, en fait, on a une confiance absolue l'une envers l'autre. On se dit les choses sans tabou, quoi. Il n'y a pas un truc de on va briser un lien parce qu'on dit quelque chose qui plaît pas à la personne. Parfois, ça peut être un peu compliqué mais c'est le plus souvent, dans 99% des cas, un atout parce qu'on connaît la personne depuis toute notre vie. En fait, on sait comment elle réagit à telle ou telle chose. Enfin, moi, je n'y ai vu que des avantages. Et pour répondre à ta question de est-ce que j'ai eu des doutes au moment où je me suis lancée, alors autant j'ai mis du temps à me décider, mais à partir du moment où la décision était prise dans ma tête, non, j'ai pas douté parce que je me suis simplement dit au pire si ça ne fonctionne pas, je retournerai dans ma vie dans ma vie de salarié. J'avais pas ce truc de me dire je quittais le salariat parce que j'en pouvais plus du salariat quoi, c'était plus donc moi je me suis tout simplement dit ça bifurquera sur autre chose, mais je suis sûre que ça va bifurquer sur du positif quoi qu'il arrive. Donc j'ai pas douté. Ouais, t'avais une envie d'entreprendre plus que de quitter le salariat vraiment dans le poste où t'étais, quoi. Voilà. Ouais. Tout à fait. C'est vraiment une belle aventure de vous écouter, c'est trop chouette. Il y a plein de différences entre nous deux, mais qui au final, je pense, font nos forces. Et bien d'ailleurs, du coup, quand vous avez commencé cette entreprise, est-ce que vous êtes chacune, enfin, est-ce que vous avez posé des bases sur chacune de vos compétences, comment vous alliez fonctionner peut-être au quotidien, vous voyez, est-ce qu'il y a eu une organisation un peu comme ça faite entre vous? On a navigué à vue pendant quelques mois, on tâtonnait le terrain, voilà, tout s'est fait un petit peu naturellement. L'une se penchait plus sur des sujets, mais non, on s'est pas dit alors toi tu feras ça, 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 toi tu fonctionnes comme ça, tu fonctionnes comme ça. Après on a beaucoup lu, on s'est quand même beaucoup renseigné. On avait quand même listé de chacune de notre côté nos forces et nos faiblesses grâce à un livre que je nous avais offert, je sais pas si tu te souviens, je me rappelle plus du titre, mais en gros voilà, tu devais quand même c'était quand même un livre où tu faisais une petite introspection sur ta façon de travailler, etc. Mais c'est vrai que ça n'a pas été trop un sujet au tout début. Tout s'est fait un petit peu au fil de l'eau. Et puis,
Mais Par ouais, affinité. Si je peux compléter, en fait, ouais, par affinité par rapport à ce qu'on savait faire de base, quoi. Moi, je faisais du oui. marketing et de la com, donc évidemment, j'allais prendre le pied. En fait, on est un peu moteur sur certains projets, mais avec une répartition des tâches qui n'est pas celle qui devrait être convenue, c'est-à-dire que chacune fait quelque chose sans intervenir sur les plates-bandes de l'autre. Nous, on est tout le temps sur les mêmes, enfin, on fait tout à deux, avec l'une qui prend le pas sur l'autre, qui est un peu décisionnaire sur tel ou tel sujet. Alors que souvent, on nous dit, bah non, il y en a une qui devrait être essentiellement sur la logistique, la compta et l'administratif, et puis l'autre qui devrait être sur la relation client, le marketing, etc. Mais bon, après, de fait, on a envie d'être un peu sur tout. Au début, c'est hyper dur de dire, tiens, je mets pas mon... Enfin, c'est pas une histoire de mettre son nez dedans, c'est l'histoire de se soutenir à deux parce qu'on a des doutes, quoi. Enfin, on sait pas si on fait bien, donc sans arrêt, en fait, on est à deux sur les sujets, quoi. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Et du coup, par rapport à votre entourage, comment a pris votre entourage cette décision d'entreprendre et ensemble? Ah bah, alors c'est vrai que l'entourage c'est un vrai sujet parce que quand on entreprend c'est vraiment enfin je sais que j'ai écouté beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat et c'est vrai que l'entourage c'est pas un sujet qui revenait forcément alors qu'à mon sens il est clé, c'est vraiment une introspection de soi et de son entourage en permanence quand tu décides de lancer un projet. Donc dans les débuts bah, déjà, on a la chance d'avoir des parents très aimants qui nous ont toujours encouragés dans tout ce qu'on a entrepris dans nos vies. Donc, clairement, c'était pas du tout un sujet. Mais par la suite, en fait, ce que moi, j'avais pas vraiment pris en compte, c'est à quel point lancer un projet, ça avait autant un impact en fait sur l'entourage parce que ça touche à absolument tous les pans de notre vie en fait de lancer sa boîte, que ce soit financier, personnel, professionnel, relationnel. Et donc l'entourage proche, au final, c'est lui qui est le premier impacté. Et encore, moi, je n'ai pas d'enfant, donc comme je le dis souvent, Alison, pour moi, elle a encore plus de mérite que moi dans cette aventure parce que faut vraiment s'accrocher. Donc de mon côté, j'ai eu la chance d'être très bien entourée. Voilà, je connais ma chance et c'est vraiment très important parce que chaque jour a son lot de difficultés et c'est vrai que si t'es pas encouragé, si t'es pas félicité, dès qu'il y a des petites victoires ou si tu peux pas partager régulièrement sur tout ça, bah ça peut très vite devenir très compliqué, voire même voilà intenable. Donc voilà, enfin vraiment l'entourage, je le dis et je le répète, c'est un vrai sujet. C'est hyper important d'être très très bien entouré. Ça fait vraiment partie pour moi de la réussite d'une entreprise. Après, c'est vrai que de mon côté, j'ai quand même eu quelques déceptions de personnes, voilà, je pensais qui me soutiendraient plus, voilà, qui seraient plus à mes côtés dans cette aventure. Mais voilà, c'est tout, ça fait partie du jeu. Mais voilà, en tout cas, de mon côté, j'ai eu beaucoup de chance. Est-ce que tu peux donner des noms, Mégane? Je plaisante. Et toi, Alison, de ton côté, alors bon, vous êtes issus de la même famille, donc c'est plus par rapport à ton entourage autre, Ouais. familial. Bah déjà aussi pour rebondir sur ce que Megan dit, de dire que j'ai plus de mérite parce que j'ai des enfants. Logistiquement, ça demande une plus grande organisation, mais je pense que moi j'ai une soupape pour un peu être obligée de déconnecter de temps en temps, alors que quand on n'en a pas, je pense que c'est encore plus prenant parce que bah, en soi on n'a pas le tunnel de 18h30 à 21h, 20h30, donc en fait on relâche jamais la pression quoi. Donc tu as tout autant de mérite, je pense. Ouais. Euh, Et donc moi, du point de vue de mon entourage proche, j'avoue, ça a été un petit peu plus compliqué. Déjà, ça a révélé des choses sur moi auxquelles je ne m'attendais pas, et c'est ça qui est à la fois génial et difficile avec l'entrepreneuriat, c'est que tu apprends, c'est un peu une mini-thérapie, quoi. Tu apprends des choses sur toi et moi, j'ai eu l'habitude d'être pas mal, comment dire, je dirais pas encensée, ce n'est pas ça le mot, mais où on a souvent valorisé mon travail et ce que je faisais. Donc, quand je faisais un rendu, souvent on me disait que c'était trop bien, très bien, enfin. Et du coup, je pense que j'avais un petit peu cette habitude de dire, OK, je vais dans le bon sens parce qu'on me dit que c'est bien, en fait. Je sais pas si j'en avais besoin, peut-être au fond si, mais au moins ça m'accréditait dans ce que je faisais.
Et là, j'ai pas eu ça parce que forcément, tu fais pas de rendu, tu travailles pour des clients. Donc aujourd'hui, merci, enfin, c'est cool parce qu'on a des avis, on a des personnes qui nous écrivent pour dire que c'est super. Mais pendant tout le temps un petit peu sous-marin où t'es pas encore vraiment lancé, même celui où tu te lances et où forcément tu fais pas 10 000 commandes par mois au moment où tu te lances, quoi. Bah déjà, j'avais pas tellement de gens pour me dire que ça allait dans le bon sens, que c'était bien. Et puis ensuite, c'est vrai que du point de vue de mon mari, ça a quand même été compliqué. Donc il me soutient, mais sa façon de soutenir, c'est plus ben justement d'avoir pris le relais énormément, je l'avoue, sur la partie à un peu plus gérer les enfants. Il s'était, je pense, attendu à ce que le fait que je travaille de la maison, bah je sois plus présente, plus que je prenne plus de charge mentale par rapport à l'organisation familiale. Et moi aussi, je pense que j'avais pensé ça. Et puis au fond, bah, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça a même été l'inverse. Il a carrément pris le pas sur des choses qu'il faisait pas avant. Et ça a été sa forme de soutien. Mais en revanche, il est d'un naturel assez anxieux et pas du tout avoir grand, enfin, c'est pas avoir grand, c'est pas ça les mots, mais à dire que c'est bien quand il a la preuve que ça fonctionne. Donc tout le long où il y avait rien concrètement, pas de CA ou quoi, j'ai jamais eu tu vas dans le bon sens, c'est trop bien, ce que tu fais là c'est bien, parce que pour lui c'était pas vraiment concret quoi. Tant qu'il n'y a pas une vente, rien n'est fait, rien n'est concret. Et il était plus à appuyer sur tout ce qui restait à faire plutôt que tout ce qui avait été fait. Et c'est vrai que ça, pour moi, ça a été super compliqué, que j'ai dû bosser là-dessus parce que je m'attendais pas à ce que ce soit décourageant parce que j'ai une grande confiance en moi, mais le fait que ça vienne de ton mari, quoi, et pas d'un ami lambda, et ben ça m'a vachement affectée. Et aujourd'hui, bon, déjà les choses ont un peu évolué parce qu'on a des signaux concrets du fait que ça prend, etc. Même si beaucoup de chemin reste à faire. Mais c'est vrai que maintenant, je me suis un petit peu détachée de ça, c'est-à-dire que j'ai plus besoin qu'on cautionne que ce que je fais va dans le bon sens pour me dire que ça va dans le bon sens, quoi. Alors, j'ai dû apprendre à travailler là-dessus. Ok. Bah, je te remercie Alison pour ce partage et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de le souligner parce que parfois l'entourage, alors dans beaucoup d'interviews, j'ai souvent eu des entourages toujours hyper soutenants, hyper encourageants et tout et je vais pas dire que ça fait plaisir d'entendre d'autres sons de cloche, mais je pense que ça peut servir à des gens aussi qui sont pas forcément dans ce cas-là et que ça pourrait aider. Et la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que j'ai souvent une question qui est de savoir comment ça vous a fait évoluer cette création d'entreprise au niveau de votre développement personnel. Et c'est vraiment très intéressant ce que tu dis, comment ça t'a fait évoluer sur peut-être, alors peut-être que tu peux, si tu veux compléter, mais par rapport à ton mari et cette évolution, mais ça t'a permis peut-être de prendre un peu plus de recul ou alors de te satisfaire toi-même finalement et une fierté de toi-même de ce que tu accomplis parce que ce que vous avez accompli franchement c'est vraiment top quoi et vu que tu étais habitué à entendre des gens te dire que c'était bien bah peut-être apprendre à te satisfaire toi et d'être fier de toi ce que tu fais en fait d'être la première fière de ce que tu fais ça je veux dire. Non, mais complètement, complètement. C'est exactement ce qui s'est passé. Je pense que j'ai appris ça et j'ai aussi appris dans notre couple, honnêtement, ça a été compliqué, quoi, parce que du coup, t'en veux intérieurement à la personne de ça. Et en fait, j'ai aussi dû travailler sur notre couple, sur le fait qu'on est deux personnes différentes, avec deux passés différents et deux façons. Enfin, comme disait Megan, en fait, nos parents, ils nous ont tout le temps super encouragés, etc. Donc, on est habitué à avoir un petit peu ce chemin. Ce qui n'est pas spécialement le cas de mon mari, quoi. Je dis pas que ses parents sont pas encourageants, mais ils ne sont pas, enfin, ils sont différents, quoi. Et ça rejaillit aujourd'hui sur sa façon d'être, même dans l'éducation avec nos enfants. Enfin, je veux dire, et en fait, j'ai accepté l'idée qu'on n'est pas tous nés du même moule et que les personnes sont différentes et que il faut pas le prendre pour soi, même si c'est vrai que quand on entreprend, le fait d'être encouragé ou quand on a des moments de mou, pouvoir être reboosté, c'est clé quoi, c'est hyper clé et heureusement que du coup on est deux avec ma sœur pour que des moments de mou parce que il y en a, elle est là quoi pour dire pour en gros pour encourager. Merci pour ce partage vraiment hyper intéressant. On va quand même parler de chapitre 4 parce que on n'en a pas trop parlé encore. Donc, si vous voulez bien expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Alors, je sais pas, l'une de vous. Vas-y Meg.
Alors, chapitre 4, c'est un coffret cadeau pour les jeunes mamans, donc qui contient à l'intérieur des services. Donc, ça peut être tout ce qui est autour du soin bien-être, donc tout ce qui va être massage, etc. On propose aussi de la livraison de repas, de l'assistance avec des heures de ménage dans quelques grandes villes. L'idée, c'est vraiment de venir honorer et apporter un soutien à la femme devenue mère, parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup prendre soin de la femme durant sa grossesse, mais c'est vrai qu'après, toute l'attention va être mise sur le bébé. Donc nous, on voulait vraiment replacer en fait la femme au centre de son postpartum et venir l'accompagner grâce à ce coffret cadeau qui est à la fois utile, original et joli. Voilà, un coffret clé en main. Donc, on travaille aujourd'hui avec plus d'une trentaine de partenaires au national. Voilà, des partenaires certifiés qui proposent tout un tas de prestations. Et voilà aujourd'hui où on en est. Ouais, c'est chouette. J'ai regardé du coup. Enfin, c'est un super projet et j'aurais adoré recevoir un cadeau comme ça. Moi, je pense après avoir eu ma fille, j'ai regardé votre site internet qui est super bien fait. Enfin, franchement, c'est très joli. Enfin, ça donne envie, même si on n'est plus en postpartum, quoi. Mais ça donne. Enfin, c'est vraiment très joli. Et du coup, parce que j'ai vu donc, comme tu disais, que vous proposez des prestations dans toute la France. Comment vous vous organisez pour ça? Vous essayez de chercher des prestataires à droite à gauche, vous les appelez tout simplement en leur disant voilà ce qu'on fait, est-ce que vous voulez être partenaire? Ouais, c'est comme ça. Oui, c'est Ouais. ça. Donc au début, on avait quand même ciblé plusieurs grandes villes, notamment les villes où il y a le plus de naissances en France. Donc voilà, c'était facile de faire le tableau. Paris, Marseille, Toulouse, Bordeaux, etc. Donc voilà, on ciblait des partenaires en regardant leur profil en général sur les réseaux, en regardant leur site internet, etc. Ensuite, ça débouchait par un entretien téléphonique si la personne était intéressée, un ou plusieurs entretiens. Voilà, où on a une trame, tout un petit questionnaire, etc., où on leur explique le projet et puis on essaie un peu de comprendre leur parcours, leurs compétences, etc. Donc dans les débuts, ça se faisait comme ça. Après, c'est vrai que au fil du temps, on a de plus en plus été contacté par de nombreux partenaires qui souhaitaient rejoindre le projet. Donc c'est vrai que toute la partie prospection, dès le début, elle a été très très simple. Moi, on m'avait toujours dit, tu verras, quand tu te lances, tu te prendras beaucoup de portes et beaucoup de noms. Depuis le début, tout est assez fluide sur plein de sujets, mais notamment la partie partenaire. On a énormément de partenaires qui sont hyper enthousiastes à l'idée de rejoindre le projet, que ce soit ceux qu'on contacte ou ceux qui nous contactent directement via les réseaux. Voilà un petit peu comment se passe le process. Mais on est très contente parce que c'est vrai qu'au bout d'un an, là, on a plus d'une trentaine. On espère bien sûr développer encore plus dans encore plus de villes. Mais voilà où on en est pour le moment. Ouais, c'est vraiment chouette. Et puis c'est un sujet dont on parle de plus en plus en fait, le postpartum. On n'en parlait pas trop avant et en effet, la femme devait être contente en fait, contente, pas fatiguée, voilà. Et c'est vrai que enfin, heureusement, je sais pas s'il faut dire heureusement, mais c'est bien en fait maintenant que ce soit de plus en plus évoqué en fait tout ça. Ouais. Et Donc, c'est vrai que je dis souvent à Alison, je pense vraiment, enfin j'en suis convaincue, que le projet a été lancé au bon moment. 3 ans avant, ça aurait été trop tôt. 3 ans après, ça aurait été trop tard parce que quelqu'un aurait pris l'idée. Ça, j'en ai toujours été persuadée. Mais 3 ans avant, on n'était pas du tout. Enfin, pourtant, moi, je suis pas maman, mais j'avoue, j'aimais bien écouter tous les podcasts autour de la maternité, Bliss, etc. Et c'est quelque chose que j'entendais souvent, qu'on pensait pas assez à la maman. Et je me disais déjà à cette période, mais pourquoi pourquoi on ne ferait pas quelque chose pour elle? Ça revenait presque dans tous les témoignages que c'était pas si facile, les débuts avec le bébé. C'est vrai que 3 ans avant, si on avait dit il faut célébrer aussi la naissance d'une mère, je pense que ça aurait pas du tout été entendu de la même oreille qu'aujourd'hui, quoi. Là, on a de plus en plus de choses qui se développent, des salons, il y a de plus en plus d'accompagnantes périnatales. Enfin voilà, il y a plein de projets qui fleurissent autour de la maternité et du postpartum, chose qui n'était pas du tout le cas 3 ans avant. Donc c'était vraiment le bon moment. non, mais c'est vrai que c'est fou qu'il n'y ait pas de box en fait de ce style. Oui. C'est vrai que c'est étonnant quoi. Après, c'est vrai que c'était pas facile à mettre en place, hein. Faut le dire. Oui, Par oui, rapport c'est à quoi, ça. par exemple?
Ben, je pense que potentiellement, peut-être, enfin, d'ailleurs, on a des personnes sur Instagram qui nous contactent en disant j'avais eu l'idée, c'est une super idée, j'ai déjà eu cette idée de réunir dans une box plusieurs services. Bah, c'est parce qu'en fait, ça demande de dénouer un fil qui est par quel bout je commence en fait, parce qu'au début, quand on se lance, on n'est pas Anna Roy ou Clémentine Gaillet, donc c'est-à-dire on est personne et du coup, on doit demander à des partenaires, parce que nous, notre modèle, c'est un modèle de commissionnement entre autres. Donc, on doit demander à des partenaires de pro de la périnatalité de nous faire confiance et en gros de faire une remise sur leurs prestations alors qu'elles ne nous connaissent pas. Aujourd'hui, c'est différent, hein, mais au début, voilà. Et puis, il y a aussi à se dire, est-ce que notre projet, on le fait à l'échelle d'une région, à l'échelle d'une ville, à l'échelle de toute la France? Et si c'est toute la France, ben, par quoi on commence? Enfin, en fait, et puis comment on matérialise le fait que la personne, elle reçoit un coffret, qu'elle puisse choisir plusieurs activités. C'est invisible comme ça, mais ça demande un back-office de fou sur le site internet. Et d'ailleurs, l'agence par laquelle on est passé, ça a un petit peu tiré les cheveux sur savoir. Nous, ce qu'on avait besoin de savoir, c'était parce que dans notre concept, la personne qui offre le coffret n'est potentiellement pas la personne qui le reçoit. Parce que c'est Tata Megan qui va offrir à telle maman. Du coup, on avait besoin de voir quelles prestations étaient réservées. On avait besoin d'avoir un follow là-dessus. Et donc, pour ça, ça a demandé beaucoup de développement. Enfin, là, je rentre dans des détails techniques, mais en gros, on avait besoin de savoir quel service allait le plus plaire parce qu'on voulait proposer plein de services, du babysitting, du massage, du yoga, de la sophro, etc., de l'accompagnement par des doulas. Mais en soi, il faut qu'on reste focus sur ce qui plaît le plus. Aujourd'hui, on voit que ce qui plaît énormément, c'est tout ce qui est bien-être et également bien-être dans sa dimension physique et émotionnelle, donc sophrologie, etc. Ça part tout de même. Mais il y a des choses auxquelles on s'attendait que ça parte et puis finalement ça part pas trop. Par exemple, le ménage, qui était l'idée de base de Megan d'ailleurs d'offrir du ménage. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas de maman, on a une seule personne sur toutes nos clientes qui a réservé du ménage. Donc du coup, on va pas se fatiguer à aller faire des partenariats avec X sociétés de ménage si c'est pas ce qui part, quoi. Ouais, Donc, vous arrivez du coup à un peu établir à commencer un peu à établir des priorités, des statistiques. Enfin voilà, qu'est-ce qui marche le mieux et tout ça. Ouais, c'est bien. C'est ça. Ouais. Et c'est en cela que c'était pas facile. Enfin, moi, je me souviens que c'est très peu arrivé parce que, comme dit Megan, ça a été assez fluide. Comme il y a cet engouement aujourd'hui à vouloir quand même être dans le soutien de femme à femme et qu'il y a beaucoup de professions, enfin, les pros qu'on contacte, c'est des passionnés elles sont déjà convaincues de la nécessité et l'intérêt d'être là pour la femme qui vient de devenir mère. Donc, elles adorent le projet. Donc, souvent, c'est assez simple quand même de les convaincre de nous rejoindre. Mais ceci dit, on a eu une fois ou deux des personnes quand on n'était pas encore lancé, c'est-à-dire on n'avait pas de page Instagram, qui nous ont dit, en gros, moi j'ai pas d'intérêt à vous rejoindre, sachant que vous n'avez pas de compte Insta et que moi j'ai déjà 3000 abonnés, quoi, en gros. Et à ça, je répondais que, à part nous faire confiance sur le fait que ça peut devenir quelque chose de très chouette et qui va être porteur pour eux et leur propre business, pour aller à leur propre business, oui, je pouvais pas leur garantir que nous, demain, on allait avoir des milliers d'abonnés sur Insta. Mais à part ça a été plutôt fluide pour nouer des partenariats. Ouais, c'est vrai qu'établir la confiance, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas facile. Il y a quelque chose que vous feriez autrement dans cette création d'entreprise? Ça serait quoi? Ou pas, hein, ça peut être rien, parce que peut-être que pour vous, tout était OK. Même les phases les plus compliquées, tout ça, tout était OK. Chacune, vous avez peut-être vécu aussi la chose, entre guillemets, différemment aussi. Vous avez peut-être chacune votre avis. Moi, je dirais que, en fait, la première année, les 6 premiers mois, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même et sur l'entreprise, etc. Mais aussi parce que, sur le moment, j'avais pas le choix, j'avais pas d'autre énergie à mettre ailleurs que dans le projet. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de disparaître à certains moments pour se concentrer sur ses objectifs. Mais la contrepartie de tout ça, c'est qu'on peut vite se sentir seule quand même et pas comprise et incomprise parce que c'est plein de nouveaux sujets, à gérer, une nouvelle vie à gérer, etc. Donc si c'était à refaire, je pense que je me serais plus vite mélangée à d'autres entrepreneurs
que ce soit dans les talks, des soirées, des associations, etc. Chose que j'ai commencé à faire récemment, il y a 3-4 mois. Je salue d'ailleurs toutes les initiatives de ma région parce qu'il y en a et vraiment ça m'a fait un bien fou de nouer des liens avec des jeunes entrepreneuses qui traversent exactement les mêmes problématiques, où vraiment on se comprend, on se sent soutenu et ça c'est hyper important, de très vite, dès que possible en tout cas, se mélanger avec d'autres personnes. J'ai renoué aussi avec quelques personnes de mon ancienne vie professionnelle qui m'aident, qui me guident aussi beaucoup et ça fait vraiment du bien. Donc voilà. S'entourer d'autres entrepreneurs. Ouais. Et toi, à ne pas négliger. Alors, je rejoins assez Mégane sur le fait de s'entourer, d'être avec des personnes qui vivent la même chose que toi au même moment. Ça veut pas dire négliger tes anciens amis ou tes relations, mais c'est vrai qu'ils peuvent ne pas comprendre. Moi, par exemple, j'ai des copines qui me disent, mais qui passent à 17h en me disant, bah, tu travailles là? Bah ouais, en fait, je travaille quand je suis chez moi, je travaille. Ou t'as tes enfants le mercredi? Bah non, je les ai pas, je travaille. Qui pensent que un peu l'entrepreneuriat c'est un passe-temps plus qu'un métier. Mais je leur en veux pas du tout pour ça et je comprends qu'on est dans une réalité vraiment différente. Et moi, mon truc que je referais différemment, c'est le sport en fait. Faire autre chose que de travailler et faire sa vie quotidienne, ses tâches ménagères et sa vie familiale. Parce que je suis assez sportive de base et je suis passée à une vie complètement sédentaire du jour au lendemain. Je pense que mon corps a quand même pris cher et je pense que je suis pas la seule entrepreneur à qui ça arrive. Enfin, j'ai négligé ma santé physique, même mon alimentation, je mangeais moins bien parce que en fait rien n'était plus prioritaire à l'entreprise. Et du coup, là, je me suis remise à faire du sport et je me suis dit, mais comment j'ai pu en fait arrêter d'en faire pendant tout. Alors après, il y a des personnes qui n'aiment pas le sport, etc. Mais je dis ça parce qu'en fait, faire autre chose, s'aérer l'esprit, faire des temps de pause, de vraies pauses comme on peut faire quand on est dans un métier de salarié, c'est au service de ton bien-être, de ta créativité, de tes idées, etc. Et c'est pas juste au service de ta personne, quoi. Oui. Et indirectement, ça découle en positif sur la boîte. En fait, à partir du moment où toi, t'es bien en tant qu'entrepreneur, ça va tout de suite se refléter sur ton business. Et c'est vrai que du coup, ce que tu dis, ça rejoint un peu la question de l'équilibre vie pro, vie perso, qui est un vrai sujet et un jeu d'équilibriste en permanence du coup quand tu te mets à ton compte. Et c'est vrai qu'au début comme je le disais, hein, tu te renfermes, tu vis, respires, dors, manges ton projet et tu travailles énormément pour pouvoir lui donner vie. Et c'est hyper important, hein, y a pas de secret, il faut travailler énormément, mais tout ça a ses limites et tu finis aussi à un moment par t'épuiser, ce qui nous est un petit peu arrivé, on va dire, au bout d'1 an. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien dire, et on l'entend partout, que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un marathon, c'est pas un sprint. Et en fait, l'objectif, c'est de tenir sur la durée et de continuer à être performante sur la durée. Mais c'est vrai que vu que je m'écoute beaucoup, de mon côté, j'ai très vite... j'ai pas attendu qu'il y ait vraiment des signaux trop forts d'alarme en disant là t'es en train de t'épuiser et ça va pas. Très vite, j'ai mis quand même en place des choses pour avoir une bonne hygiène de vie. Donc bien sûr, ça passe. Moi par exemple, je marche beaucoup, qui est yoga, etc. La to-do, faut qu'elle soit, faut pas qu'elle ait 15 points parce que si t'arrives à la fin de ta journée et que t'en as fait que 5, t'es dépité et tu continues à travailler. Et voilà, tout ça devient un petit peu contre-productif. Ce qui est important, ça va être d'essayer de se donner une heure le soir où tu coupes, vraiment ne pas trop travailler, essayer de décrocher un petit peu aussi le week-end. Voilà, c'est plein de petites choses à mettre en place pour ne pas dérailler en fait au bout d'un moment. Alison, ça me fait penser à cet été où ça faisait 1 an où là on commençait vraiment que la fatigue commençait vraiment à s'accumuler et on a pris toutes les 2 semaines où on a vraiment coupé totalement. Donc on peut penser que c'est hyper tôt quand tu viens lancer ta boîte de couper pendant 2 semaines, mais je pense que c'était indispensable, vraiment nécessaire à ce moment-là pour pouvoir bien réattaquer à la rentrée et reprendre et recharger et reprendre des forces, quoi.
Donc c'est vrai que tout cet aspect-là, bien gérer son équilibre vie pro, vie perso, etc., même s'il évolue au fur et à mesure du temps, mais c'est hyper important. Si je devais donner des conseils. Ouais, non, c'est clair. Mais ça me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure sur que Alison, t'as plus de mérite. En fait, c'est vrai, t'as raison, Alison. Je pense pas parce que toi, Megan, tu vois, enfin, c'est marrant parce que c'est assez paradoxal en fait. Toi, Megan, t'avais pas vraiment, enfin, après, je connais pas ta vie perso et tout, mais je veux dire, tu peux très bien ne jamais couper en fait. Enfin, tu vois, si t'as pas entre guillemets d'obligation. Toi, Alison, t'es obligée de couper, mais en revanche, t'es tout le temps occupée, quoi. C'est-à-dire que t'es boulot, enfant, enfin, tu vois, vie de famille et tout ça. Donc, dans tout ça, en fait, il faut vraiment réussir. En fait, c'est ce que tu disais, Megan. Il faut vraiment réussir à s'imposer, en fait, des pauses et ça peut être du sport, du dessin et sortir boire boire des amis, boire des coups. Enfin bref, ça peut être. Et c'est vrai que moi, je le dis souvent, ça ouvre vachement à la créativité. De faire autre chose en fait quoi, de parler à des gens, enfin s'entourer, moi j'y crois à 100% aussi, enfin vraiment toutes ces j'allais dire ces bouches d'aération, mais c'est nul, c'est moche. C'est échappé, Ouais, voilà, c'est ça, toutes ces échappées, franchement c'est vraiment pour moi indispensable quoi. Ah oui, complètement. Tu voulais rajouter un truc, Alison, peut-être sur l'équilibre vie pro vie perso ou pas plus Non. Bah moi, après, comme je disais, sur l'équilibre vie pro, vie perso, là, en fait, il faut que je m'impose de travailler dessus. Ça va pas venir de nous-mêmes que d'un coup, parce qu'on est entrepreneur et donc qu'on est plus libre de notre emploi du temps, on va réussir à mieux gérer que quand on a des contraintes horaires. Au contraire, parce qu'on se dit qu'on a le temps, en fait. Par exemple, lancer une lessive ou faire son ménage, avant, on était contraint de le faire entre midi et 2 ou le samedi de 10h à 11h. Et là, en fait, je peux remettre à demain les trucs qui sont pas essentiels et du coup ça crée plus de désorganisation que d'organisation. Donc c'est toujours ce truc de remettre au premier plan ce qui concerne sa vie familiale, chose pour laquelle de base on crée sa boîte en se disant qu'on va pouvoir le mettre au premier plan, mais en tout cas pas dans les premières années. Enfin, c'est à l'heure de penser qu'on crée sa boîte pour avoir plus de temps pour soi, mais après il faut le prendre quoi, il faut le prendre ce temps. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui choisissent de bosser 4 jours sur 5 ou pas le matin. Enfin, c'est peut-être d'autres enjeux et d'autres business models, mais en tout cas, c'est pas non plus une mauvaise idée de le faire. Si les personnes bossent 6 heures d'affilée plus efficacement que quelqu'un qui bosse 10 heures, bah tant mieux quoi. Ouais, carrément. Et bravo d'avoir pris 2 semaines de congé. Si vous en ressentiez vraiment le besoin, vraiment bravo de vous être autorisé à le faire parce que c'est hyper important, je pense. Quelle est votre plus grande satisfaction dans cette aventure? Moi, ma plus grande satisfaction, c'est de voir le bonheur le bonheur, la joie des mamans qui sont touchées à recevoir notre coffret. Enfin, je pense que la satisfaction client, on vit pour ça, quoi. Enfin, on monte ce projet, cette entreprise pour que les mamans ressentent un bien-être et on a eu nos premiers avis. En fait, c'était fou il y a même une maman qui a écrit qu'elle avait pleuré en voyant un petit texte qu'on a écrit. On se dit, ah bah voilà, j'ai pas retravaillé 12 fois ce texte pour rien. Il a su toucher quelqu'un en plein cœur et ça, c'est vraiment une satisfaction de voir que des mamans adhèrent au concept, que des personnes l'offrent aux mamans. Parce que tout à l'heure, Megan, elle disait que on a lancé pile poil le projet au bon moment, que 3 ans plus tôt, on parlait pas trop de l'impact émotionnel du devenir mère. Et c'est vrai, mais même aujourd'hui, il reste encore beaucoup de chemin, même si nous, on est dans ce domaine-là et qu'on a l'impression que tout le monde, enfin, que voilà, c'est monnaie courante et que c'est dans l'esprit des gens que il faut soutenir l'entourage doit soutenir la femme en postnatal. Au final, on se rend compte qu'il y a encore du chemin à faire, que parfois certaines personnes se disent ah ouais, un cadeau pour la mère, enfin, et aussi que les mamans parfois elles osent tout simplement pas mettre sur leur liste de naissance un massage pour elle ou des trucs pour elle par peur de passer pour quelqu'un d'un peu trop nombriliste quoi. Donc nous on croit que c'est devenu un sujet qui est c'est détabouisé, mais il y a encore plein de barrières à lever sur le sujet et c'est en cela que on pense que notre entreprise elle fait sens. C'est pas juste une histoire de coffret cadeau, c'est aussi une histoire de changer les regards et d'apporter un nouvel élan dans ce que doit être le postpartum. Et toi, Mégane, ta plus grande satisfaction? C'est peut-être pas un peu pareil, peut-être?
Ouais, bah oui, je rejoins totalement Alison. Bah voilà, de savoir qu'on aide, qu'on vient soutenir des femmes chaque jour. Franchement, c'est vrai que ça vaut tout l'or du monde pour nous. Mais je rajouterais aussi à ça que bah, je suis super fière aussi de nous, d'être allée au bout de cette idée et de lui avoir donné vie, parce qu'au final, ça aurait pu rester une simple idée dans notre tête toute notre vie. Voilà, un rêve. Et voilà, je suis contente qu'on ait pris ce risque. Parce que c'est vrai que parfois dans la vie, le seul risque qu'on prend, c'est de pas en prendre du tout. Donc voilà, une grande satisfaction de nous être écoutés et d'avoir eu le courage d'oser cette belle aventure. Trop chouette. Et comment vous vous voyez dans 3 ans? Alors ça, c'est une bonne question, hein. C'est une Moi, question difficile en général. Mais franchement, c'est pas mal aussi pour se ouais. projeter un peu. Ouais, bah, de mon côté, je suis pas trop dans les projections. Alors c'est vrai que bien sûr, on a des objectifs à court, moyen terme, mais j'avoue, j'aime bien ne pas trop savoir ce que la vie me réserve. Et bah, bien sûr que j'espère qu'on aura réussi à faire de chapitre 4 quelque chose d'encore plus grand, et que le coffret chapitre 4 devienne une référence du cadeau jeune maman, que ce soit le réflexe quand une maman vient d'accoucher qu'on offre le coffret. Mais après, de mon côté, sincèrement, peu importe où je serai et ce que je ferai, ce que je me souhaite et ce que je nous souhaite, c'est continuer de nourrir l'ambition d'être heureuse et puis d'être entourée des gens qu'on aime. Et voilà, c'est déjà un beau challenge à relever pour les prochaines années. Ouais, complètement. Écoute, moi je rejoins Mégane. Je pense que je dirais pas mieux qu'elle sur le sujet. On a un peu de mal à se projeter. C'est pas comme par exemple sa vie personnelle où on se dit tiens, quand j'aurai tel âge, j'aimerais bien avoir un enfant ou pas, ou j'aimerais bien acheter une maison quand j'aurai tel âge. Quand c'est d'un point de vue business, on sait pas comment ça, enfin tout est à jouer. Et je pense que l'avenir d'une entreprise dépend beaucoup de l'énergie qu'on y met à l'instant T et de, comment dire, pas que de l'énergie, mais vraiment de tout ce qu'on, ouais, enfin, c'est l'énergie qu'on y met. Et du coup, que cette énergie, elle est fluctuante au fur et à mesure des jours et que du coup, ça, c'est déterminé par l'intention qu'on y met chaque jour et que du coup je peux pas savoir quelle est mon intention de demain, après-demain, etc. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie d'emmener le plus haut possible chapitre 4, d'avoir plein de partenaires un peu partout et que ça se soit généralisé. J'arrive pas à dire si j'aimerais qu'on embauche, tu vois, enfin sur des aspects vraiment très pratico-pratiques comme ça. Je sais que ce serait bien parce que ça permettrait de développer un maximum, mais ça va dépendre de comment le marché répond, comment les mamans adhèrent au concept et on espère avoir le plus de clientes possible pour nous permettre de développer le plus loin possible en tout cas. Super. Quel conseil vous pourriez donner à des personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres projets, entreprendre tout court, et qui n'osent pas? Moi, d'acheter ce livre, d'acheter le livre. Alors, Donc, pour ce les n'est personnes pas un qui veulent... placement produit. Alors, Ose de Alexandre Mars, tout le monde peut devenir entrepreneur. Bah, je pense un conseil, c'est il y en a plusieurs, mais c'est de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas avoir des cicatrices, il y en aura quoi. C'est compliqué l'entrepreneuriat et il faut pas, enfin faut savoir avoir envie de rebondir, avoir envie d'apprendre de nos erreurs et voilà, ne pas avoir peur de tomber. Ça, c'est pour moi, l'échec fait vraiment partie du succès. Il n'y a pas de succès sans échec. Et puis aussi de ce qu'on met derrière la réussite et derrière l'échec, se questionner là-dessus. Qu'est-ce que c'est réussir? Est-ce que c'est vendre pour des milliers d'euros ou est-ce que, enfin voilà, de s'introspecter quand même un minimum à la base sur comment on considérera qu'on a réussi ou est-ce qu'on a vraiment échoué quand on échoue quoi. Et aussi de passer à l'action parce que moi j'ai ce côté à avoir 1000 idées en tête mais du coup parfois ça peut et puis quand on est entrepreneur on a 1000 choses à faire et on peut se sentir un peu fragilisé devant toutes ces choses et du coup ne rien faire donc enfin pas ne rien faire mais ne pas faire ce qu'on avait ambitionné de faire donc prendre les choses petit par petit enfin avec des pierres on gravit un mur et donc petit pas par petit pas quoi on arrive à faire quelque chose de grand Mm. voilà. Ouais,
Je suis complètement d'accord et ouais, je dirais aussi de s'écouter vraiment, c'est très important. Je pense qu'on a vraiment toutes les réponses en nous et voilà, si la personne elle a cette idée, ce rêve, voilà, qui lui prend aux tripes quoi, ben ne pas avoir peur d'oser. Voilà, il n'y a pas vraiment de risque à part celui d'apprendre et surtout c'est fondamental de prendre des risques dans la vie donc voilà, il y a qu'en prenant des risques qu'on peut savoir ce qui se cache réellement derrière. Après, je mettrai quand même une petite alerte. Voilà, faut être conscient que quand on est à son compte, c'est vraiment très loin d'être facile. Et c'est loin aussi du contenu qu'on peut voir parfois sur les réseaux. Comment je génère 60 000 euros de chiffre d'affaires en travaillant 3 heures depuis Bali, 3 heures par jour depuis Bali. Je pense que ça arrive à certaines personnes et c'est très très bien pour elles, mais la réalité derrière, c'est que c'est aussi énormément de travail et de persévérance et de discipline, enfin, tout ce qu'on a dit tout au long du podcast. Voilà, il n'y a pas de secret. Et aussi une phrase que j'aime bien, c'est que tout est possible, mais rien n'est simple. Voilà, ça résume bien tout ça. Ouais, mais c'est important de le dire ça, que c'est aussi beaucoup de travail et voilà, que tout ne vient pas tout seul, quoi. Mais du coup, ça me fait une bonne transition sur ma dernière question. Tu viens de la dire, Mégane, cette phrase, mais est-ce que vous avez un mantra ou une phrase qui vous booste au quotidien, chacune? Oui, 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 on en a plein. Nous, on adore les mantras. Non, moi, j'adore les mantras et Megan aussi. Eh bien, moi, j'aime bien la phrase de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mon père nous l'a souvent dite et puis c'est vrai. Elle est pas mal, celle-là. Moi, celle que enfin, franchement, j'en ai une, je ne sais pas d'où je la tiens, mais je la disais quand j'étais adolescente, et Alessandre, je te l'avais même dit, c'était il n'arrive jamais rien de grand à ceux qui visent petit, et au final, elle était assez liée à l'entrepreneuriat. Après, chacun met les mots qui lui conviennent derrière ces deux mots-là, mais moi, elle me booste et elle me motive. Bah écoutez, vraiment, merci beaucoup les filles. Cette interview a été hyper riche en infos. On a parlé plein de choses et c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec des entrepreneurs. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, que toutes celles celles et ceux qui écoutent aujourd'hui et qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat osent parce que ça leur permettra de briller et pétiller. Ah, c'est beau. Merci en tout cas à vous deux et je vous souhaite vraiment une très très longue vie à chapitre 4. En tout cas, comme vous avez envie de lui donner une direction. Et puis, belle continuation. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion d'en parler. Merci beaucoup à toi, Bénédicte. C'était très sympa, merci beaucoup. Je te remercie pour ton écoute et si tu as aimé cette interview, je t'invite à t'abonner pour être prévenu lors de la sortie d'un nouvel épisode. Et je te dis à très bientôt.